d'abord, je voudrais remercier Alice pour l'invitation à ce workshop. J'ai hâte de discuter avec vous de tout ce qui est relatif au mouvement des yeux et de l'activité cérébrale. Donc, je suis Fosca El-Roumi, je travaille à l'équipe Unicog de Neurospin, sous la direction de Stanislas Dehaene, et je suis depuis peu directrice scientifique du centre MEG de Neurospin, donc de magnétoencéphalographie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment le mouvement des yeux et l'activité cérébrale révèlent la compression mentale de séquences géométriques. Alors, comme vous êtes un beau groupe de primates humains, je vais vous présenter une séquence de position spatiale au sommet de cet octogone. Donc vous allez voir des points flashés au sommet de cet octogone et je vais vous demander de prédire les positions qui vont venir. Voilà, donc peut-être que vous avez vu que, devinez que les positions suivantes allaient être celles-ci. Et en fait, notre hypothèse au labo, c'est que vous avez représenté cette séquence de la façon suivante, c'est-à-dire que vous avez identifié qu'il y avait un axe de symétrie, que le premier segment était obtenu par symétrie par rapport à cet axe, et ensuite que les segments suivants étaient obtenus par translation du premier segment, en changeant la position du point initial, par voilà, ce décalage vers la gauche d'un pas. C'est cette hypothèse qu'on teste au labo, c'est le fait que nous utiliserions une sorte de langage de l'esprit, un langage de la géométrie, qui a cette forme algorithmique et qui, par exemple, pour cette séquence qui forme une sorte de zigzag, aurait l'expression suivante. Donc, vous voyez ici l'axe de symétrie A qui intervient, la puissance 4 qui indique que la symétrie est appliquée 4 fois, et la rotation 1 qui indique que le point de départ change d'un pas 1 vers la gauche, comme ça. Voilà, donc en fait, nous avons considéré tout un ensemble de séquences, pas uniquement celle-ci, par exemple, voilà, tout cet ensemble qui ont des niveaux de régularité assez différents. Alors, juste si on fait un pas en arrière et qu'on s'interroge sur voilà, ce type d'études, en réalité, ce que nous pensons, c'est qu'il y a quelque chose de spécifique à l'espèce humaine dans la façon dont nous traitons les séquences de points ou les séquences de sons, par exemple. Alors, pourquoi ça ? Parce que nous savons que les mathématiques, la musique, le langage naturel sont des capacités qui semblent être spécifiques à l'espèce humaine. Se demander s'il y a quelque chose de particulier dans la façon dont nous extrayons les régularités dans des séquences temporelles d'événements. Alors pour étudier ça, on a introduit en fait une sorte de description de l'information présente dans les séquences qui contient plusieurs niveaux. Tout d'abord un niveau de l'information en termes de transition et de timing, donc quand est-ce que les événements ont lieu. Une information qui est de l'ordre de la segmentation, ou ce qu'on appelle en anglais chunking, qui, par exemple, dans une séquence de syllabes, une séquence qui est faite de mots trisyllabiques, au bout d'un moment, on va identifier des segments, des mots, en fait, qui sont répétés comme tokibu dans cette séquence de syllabes. Donc, on chunk, on segmente la séquence. Il y a aussi un niveau de connaissance ordinale. Donc, qu'est-ce qui vient en premier, en deuxième, en troisième dans une séquence ? Ou en dernier, par exemple. Ça relève de l'information ordinale. Un niveau plus abstrait, c'est le niveau des motifs algébriques. Mettons que vous entendez la séquence Totobu, Mimitu, Gagari. En fait, vous allez identifier que tous ces éléments, voilà, tous ces mots de 3 syllabes, sont constitués de 2 fois la même syllabe et une troisième qui est différente. Donc c'est une sorte de règle abstraite que vérifie l'ensemble des mots de cette séquence. En fait, plusieurs espèces animales montrent une sensibilité à ces niveaux de régularité temporelle, aux statistiques de transition, à la présence de segments et même aux motifs algébriques. Cependant, en fait, il semblerait qu'il y ait un aspect dans le traitement des séquences qui est unique à l'humain et qui pourrait provenir de sa capacité à représenter des structures imbriquées sous la forme d'arbres syntaxiques. Alors, en linguistique, pour représenter le sens d'une phrase ou sa structure, on fait appel à des arbres syntaxiques. Voilà, donc en réalité, on se demande si cette capacité à représenter l'information sous la forme d'arbres est le propre de l'humain. Alors, pourquoi avons-nous considéré des séquences géométriques ?
Les séquences telles que celles que vous avez vues au tout début, en fait, vous avez vu, c'était une séquence qui avait de la structure, une régularité géométrique. Donc, ce sont des séquences structurées, cependant, elles sont non linguistiques, ce qui permet de faire des études comparatives entre différentes espèces. Comme vous l'avez vu dans la première séquence zigzag, en fait, on ne stocke pas en mémoire les 8 éléments de la séquence séparément. On a repéré l'existence d'une régularité géométrique qui nous a aidé à segmenter, à compresser la séquence. En fait, l'hypothèse que nous prenons dans mon équipe, c'est de supposer que les humains utilisent des combinaisons de primitives géométriques. Ce sont des opérations géométriques élémentaires que je vais illustrer maintenant, qui appartiennent à un langage abstrait de la géométrie pour représenter ces séquences. Donc les primitives géométriques, simplement, ce sont des opérations géométriques élémentaires. Par exemple, la symétrie par rapport à l'axe vertical, horizontal et aux axes diagonaux, mais également, par exemple, les rotations d'un pas 1, 2, 3 et la symétrie par rapport au centre. Alors, ceux-ci sont l'ensemble des séquences qu'on a considérées dans l'étude. Et voici, par exemple, l'expression proposée par ce langage de la géométrie pour cette séquence, repeat plus 1, qui est la plus simple. Vous voyez que c'est une expression plutôt courte où il y a ce facteur 7 qui indique que la rotation 1 est répétée 7 fois. Et vous voyez cette séquence, au contraire, qui est très, très complexe, puisqu'il faut mémoriser vraiment la séquence des 8 points pour encoder la séquence. Donc vous voyez, en fait, son expression est très longue. Et c'est comme ça, en fait, qu'est définie la complexité dans ce langage, puisque c'est la longueur de la description de ces séquences. Et donc, vous voyez, pour chacune de ces séquences, nous avons une longueur de description et donc une valeur de complexité associée. Alors, donc, nous allons voir, en fait, dans les études que je vais vous présenter, nous allons trouver des marqueurs de la compression en mémoire de ces séquences, et cette compression va être modulée par la complexité. Nous allons également voir, en fait, que nous utilisons bien des primitives géométriques pour encoder en mémoire ces séquences. Et enfin, nous allons voir que nous segmentons bien ces séquences comme postulé par le langage de la géométrie. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter une étude qui a été faite en eye tracking et simultanément en IRM. Alors, juste quelques potentialités sur le regard et l'importance de l'étudier pour comprendre les mécanismes du cerveau. Simplement, par exemple, dans ce tableau de Répine, ce que vous voyez, c'est que ici, vous voyez les traces du regard d'un spectateur. Vous voyez que le spectateur va regarder le visage des personnes présentes sur le tableau, de sorte à capter leur intention. Il va également regarder la position des pieds pour détecter un mouvement éventuel, un déplacement. Et en réalité, le regard nous informe, nous sondons activement l'environnement pour en extraire de l'information, de sorte à nous faire une sorte de modèle de ce qui se passe, des actions dans l'environnement, et de mieux anticiper les événements futurs. Et donc, c'est sur cette idée d'anticipation que nous nous sommes basés en étude en eye tracker. Donc, on a suivi le regard des participants lorsque l'on leur présentait ces séquences géométriques. Et vous allez voir ce qui se passe. Donc, l'expérience était la suivante. Ces séquences géométriques étaient présentées aux participants avec comme intervalle de temps entre 2 points 1 seconde. Et ces séquences étaient répétées 4 fois. L'instruction était très simple, c'était suivez le point du regard, le point qui s'affiche à l'écran. Alors, donc en réalité, ce qui se passe, c'est que quand on présente ces séquences, assez rapidement, les participants sont capables d'anticiper la position suivante. Du coup, on a introduit ce qu'on appelle un indice d'anticipation, qui est défini comme la distance du regard à la cible au moment de la présentation de cette cible, divisé par la distance précédente. Alors, sachant qu'un indice d'anticipation nul voudra dire que le participant a très bien anticipé, alors qu'un indice d'anticipation grand veut dire que le participant n'a pas bien anticipé. Donc, voici l'ensemble des séquences que nous avons considérées et voici les résultats. Donc, pour décrire ce graphe, vous voyez ici l'indice en X de l'item présenté. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 4 répétitions de chacune des 8 des séquences.
sachant que c'est des séquences de 8 points, donc au final, il y a 32 items présentés. Et en Y, vous voyez qu'on on regarde l'indice d'anticipation. En noir, vous avez une condition contrôle qui est la condition la plus complexe, donc c'est celle pour la séquence irrégulière. On s'attend à ce que les participants soient vraiment très, on va dire, mauvais en termes dans cette séquence irrégulière, puisqu'elle est très difficile à encoder. Donc vous voyez que, par exemple, pour cette séquence répétition, rapidement, les participants anticipent bien mieux que pour la séquence irrégulière, puisqu'ils ont capté la régularité et à partir de ça sont capables de prédire les positions suivantes. Alors ça, c'est déconnecté, mais c'est pas très grave. Donc on a fait pour la séquence alternate, et ce que vous voyez qui peut être aussi, qui est en fait très intéressant, c'est que vous voyez que pour la séquence two arcs, qui est faite de 2 arcs de cercle, voilà, en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des pics tous les 4 items, et en fait, tous les 4 items, ça correspond à cette transition entre un arc et l'autre. Donc en réalité, l'indice d'anticipation devient plus grand tous les 4 items, ce qui reflète une difficulté à anticiper les positions voilà, entre 2 segments, si vous voulez. Donc en réalité, on voit ici que les participants, leur indice d'anticipation révèle la difficulté dans cette tâche et donc aussi la structure de la séquence, la structure hiérarchique de la séquence. Par exemple, ici, dans Four Segments, vous voyez aussi les participants sont très bons à repérer ce zigzag, mais tous les 8 items, où il faut passer du point 8 à 1, cette opération est beaucoup plus difficile. Donc, on a un pic dans l'indice d'anticipation. Donc, au final, on a vu que les participants ont détecté les rotations et les symétries présentes dans le langage, puisque cette séquence de répétition était très simple à encoder. Également, la séquence zigzag, la symétrie ici par rapport à l'axe vertical, était très simple à encoder. Donc voilà, ils utilisent bien des rotations et des symétries. Et nous avons vu aussi que le profil de leur indice d'anticipation révèle la structure hiérarchique des séquences. Donc c'est une méthode vraiment très riche pour comprendre quel est le modèle mental que les participants utilisent pour représenter ces séquences et prédire les événements futurs. Alors, aussi un autre résultat assez, je trouve, impressionnant, c'est que si on fait la moyenne de l'anticipation tout au long de ces 32 présentations, voilà, en fait, on voit que cette anticipation est une fonction quasiment linéaire de la complexité telle que définie par notre langage de la géométrie. Donc voilà, l'anticipation est significativement modulée par la complexité. Donc plus une séquence est complexe, moins elle est anticipée, ce qui est intuitif, mais c'est quand même une mesure de complexité définie par ce langage. Voilà. Alors, quelques mots sur les résultats de l'expérience IRM, puisqu'en réalité, les participants faisaient cette tâche pendant que leur activité cérébrale était enregistrée en IRM fonctionnel. Alors, ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a deux régions en réalité dans les régions frontales du cerveau qui s'activent de façon, on va dire, dont l'activité est modulée par la complexité, donc elles s'activent plus pour les séquences complexes. Ces régions inferior frontal gyrus sont en général recrutées pour voilà, la représentation de tâches complexes avec des enchâssements et sont en rapport aussi avec le langage et la syntaxe dans le langage. Du coup, une question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est plutôt les régions associées au langage naturel ou aux mathématiques qui sont recrutées lors du traitement de ces séquences géométriques? Ce qu'on a fait, donc, c'est une analyse par région d'intérêt. C'est simplement, voici le réseau associé au langage et voici le réseau associé aux maths. Et on a regardé en fait leur activation lors de la présentation des séquences. Et ce que vous voyez, c'est que le réseau associé au langage ne s'active pas beaucoup, alors que celui associé aux maths s'active beaucoup. Donc les séquences géométriques ne recrutent pas les régions du langage naturel, mais plutôt celles des maths. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus, c'est Euroimage en 2019. Alors, donc, ce qu'on a vu, c'est que les résultats donc, de cette étude eye tracking et IRM suggèrent que nous utilisons un langage de la géométrie pour représenter ces séquences spatiales.
on a vu que des régions frontales, l'IFG et celles associées aux mathématiques sont recrutées en fait, dans le traitement de ces séquences spatiales. Alors, en fait, on a été intéressé pour faire une étude en magnétoencéphalographie, puisque, vous allez voir, c'est une méthode qui a une très grande résolution temporelle, et elle va nous permettre d'accéder au déroulement temporel de l'encodage des séquences géométriques. Donc, la magnétoencéphalographie, je ne sais pas si tout le monde connaît cette méthode, mais en tout cas, c'est une méthode qui est non invasive, qui permet de mesurer les champs magnétiques induits par l'activité électrique des neurones dans le cerveau. Donc vous imaginez que c'est une activité magnétique qui est extrêmement faible, et donc c'est quand même un challenge technologique de réussir à mesurer ces champs magnétiques. Donc concrètement, en fait, il y a des capteurs qui ont des propriétés quantiques lorsqu'ils sont refroidis à moins 270 degrés, donc dans l'hélium liquide, et qui sont là au niveau d'un casque, et le participant est assis ici. Alors, donc, on a une très bonne résolution temporelle de l'ordre de la milliseconde et une bonne résolution spatiale aussi. On peut faire de la reconstruction de sources. Alors ça, c'est la MEG de Neurospin. Et moi dedans. Voilà, et ça, c'est à quoi ressemble, on va dire, une expérience en MEG quand on présente une visuelle. Alors, l'expérience qu'on a fait passer à 20 participants a la structure suivante. Donc, on a une première partie qui est dédiée aux séquences géométriques. Donc, maintenant, vous les connaissez. L'ensemble des séquences que vous avez vues au début, donc elles sont rappelées ici. Et en fait, ces séquences étaient présentées de façon répétée 12 fois. Cette fois-ci, l'intervalle entre deux points était plus court, 433 millisecondes. Et voilà, en fait, les participants avaient pour tâche de cliquer pour nous indiquer quand est-ce qu'ils avaient mémorisé la séquence et étaient capables de prédire les positions suivantes. Mais après ça, la présentation continuait, la présentation des séquences continuait. Et à un moment, une position n'apparaissait pas au bon endroit et les participants devaient détecter Ensuite, après à peu près 40 minutes de ça, il y avait une autre partie qui, cette fois-ci, était complètement dédiée aux primitifs géométriques, donc ces opérations mathématiques élémentaires, géométriques élémentaires, qui sont rappelées ici, rotation, symétrie, la symétrie ponctuelle. Et la structure était la suivante, c'est en fait, on présentait des paires de points, donc tac, 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 tel que le deuxième point était obtenu par l'application de cette opération géométrique au premier. Donc ici, par exemple, comme illustré, ça serait la symétrie par rapport à l'axe diagonal. Donc la tâche était la même, les participants devaient nous dire quand est-ce qu'ils avaient identifié l'opération de primitive et aussi détecter des déviants. Alors, il y a quelque chose de remarquable, je veux attirer votre attention sur ça, puisque en magnétoencéphalographie, les participants doivent regarder une croix de fixation centrale. Alors, donc, on interdit tout mouvement oculaire, toute saccade sur les points présentés, ce qui n'est pas du tout naturel, mais malheureusement, en fait, tous les mouvements musculaires, tels que les mouvements des yeux, induisent une activité électrique qui elle-même induit une activité magnétique bien plus grande que l'activité cérébrale. Donc ceci viendrait brouiller la mesure des signaux cérébraux. Mais vous allez voir que malgré cette contrainte, on réussit à extraire à partir de l'information visuelle et plus généralement de l'information cérébrale beaucoup de choses relatives à ce langage de la géométrie. Alors, donc, le déroulement de l'expérience était on installait confortablement un participant dans la machine. Ensuite, on réglait les capteurs, on tunait les capteurs de sorte à avoir un signal propre. Et une fois, on va dire, ces conditions expérimentales réalisées, ce qu'on faisait, c'est qu'on analysait ces signaux de sorte à extraire à partir de l'activité mentale ce que se représentaient les participants dans leur cerveau, leur imagination, si vous voulez. Voilà. Donc, en réalité, ce qu'on faisait n'est pas trop éloigné de ça, puisque, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des méthodes, on dit, de décodage. Si vous voulez, c'est pour utiliser un mot un peu fort, mais c'est du machine learning. C'est une technique d'intelligence artificielle où simplement, ce que l'on fait, c'est que... alors,
les données, c'est quoi? On a un capteur et on a un point pour chaque milliseconde. Donc, c'est une quantité énorme de données. Alors, ce qu'on peut faire à partir de ça, c'est en fait donner à un algorithme d'intelligence artificielle ces données pour essayer d'en extraire de l'information. Et par exemple, mettons dans la situation où on présente aux participants soit un rond, soit une étoile. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut donner, par exemple, des tranches de données obtenues à un temps tx et indiquer à cet algorithme, voilà, cette activité cérébrale correspond à la condition rond, celle-ci à celle étoile, une autre activité cérébrale à la condition rond, puis étoile, et ainsi de suite. Au bout d'un moment, l'algorithme comprend ce qui permet d'identifier ce qui est propre à l'activité cérébrale lorsque le participant a vu un rond ou a vu une étoile. On peut ensuite tester cet algorithme sur un ensemble de données qu'il n'a pas vu et lui demander de prédire ce que le participant avait vu. Voilà, et comme ça, on évalue la performance d'un décodeur. Alors, on peut appliquer un décodeur aux données recueillies à différents instants. Mettons, le stimulus était présenté à 0 secondes. On peut appliquer ce décodeur avant sa présentation, après, à différents temps, et avoir une mesure de la performance à travers le temps. Alors, mais ce qu'on peut faire aussi, et ce qui est très intéressant, c'est de regarder comment un décodeur entraîné à un temps donné généralise à un autre temps. Alors, une façon de regarder ça, c'est simplement, par exemple, ici, mettons, on a entraîné un décodeur, on peut le tester à 100 millisecondes aussi, et on peut avoir une mesure de sa performance, qui est, on va dire, en niveau de couleur ici. On peut aussi tester ce décodeur à l'ensemble des temps. Donc, il est entraîné à 100 millisecondes, mais il peut être testé sur de moins 100 à 400 millisecondes. Et on aura, on va dire, une tranche de performance. Et on peut, en fait, considérer un décodeur entraîné à chaque pas de temps. Donc, on aura un ensemble, on va dire, de performance, une matrice de performance pour différents temps d'entraînement et temps de test. Voilà. Et en fait, là, ce que vous avez vu, c'est la performance d'un décodeur qui décode la position des points présentés à l'écran lors de l'expérience en MEG. Donc, vous voyez que lorsqu'on présente un point, à partir de, mettons, 80 millisecondes, on est capable de décoder la position spatiale qui a été présentée sur l'écran. On peut aussi regarder donc, comment ce code généralise à travers le temps. Et là, à partir de cette image, ce que vous voyez, c'est qu'à la fois, il y a une sorte de grand carré qui veut dire que l'information visuelle est soutenue dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a un code qui est le même, que ça soit à 100 millisecondes ou à 400 millisecondes, qui contient l'information visuelle de la position qui était présentée. Mais il y a aussi une sorte de diagonale qui indique aussi qu'une partie de ce code pour l'information de la position visuelle ne généralise pas à travers le temps et qu'il y a une sorte de déroulement temporel de différents codes. Et ça, c'est responsable d'une diagonale. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi vérifié qu'on était capable de décoder les 8 positions successives pour ces 8 points. Et on a aussi regardé si on était capable de décoder pour chaque séquence séparément la position spatiale qui était présentée à l'écran. Donc ici, vous avez les différentes séquences. Ici, vous avez une autre représentation de ces mêmes séquences. C'est la même information, puisque ici, c'est la position présentée en fonction de l'indice dans la séquence, donc la position ordinale dans la séquence. Et vous voyez, donc ça, c'est le cas, on va dire, idéal. Et ça, c'est ce qu'on a obtenu à partir des données des 20 participants. Et donc, vous voyez qu'on réussit à répliquer de façon bien sûr bruitée, puisque c'est extrait à partir de l'activité cérébrale, mais on réussit à obtenir l'information visuelle. Alors, on peut imaginer que cette information visuelle est modulée par la complexité de la séquence. On peut imaginer qu'une séquence simple serait par exemple mieux représentée visuellement qu'une séquence complexe, parce que simplement on peut mieux anticiper les positions suivantes. Alors on a fait cette analyse en essayant de voir si on décodait mieux les séquences, et la réponse est non. On n'a pas vu de modulation du code visuel à ce stade. Mais ce qu'on a fait, et là vous allez voir, et c'est des résultats, je trouve, assez impressionnants, on a regardé si on avait un code, si les positions spatiales
était anticipé. Si on pouvait voir à partir de l'activité neurale avant la présentation d'un point, un code qui allait nous permet de prédire quel point va être présenté. Alors, juste, donc on a introduit un score d'anticipation qui est obtenu. Donc, regardez cette séquence. Là, c'est une séquence qui est faite de 2 carrés. Mettons, considérez la transition entre le point P1 et le point P2. Donc, donc ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on peut décoder à partir de l'activité cérébrale la présentation du point P2 avant que ce point soit présenté. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un décodeur, on va lui demander de décoder la position, on va lui demander combien de fois il décode P2 et on va lui soustraire combien de fois il décode P'2 parce que c'est un contrôle, puisque c'est à la même distance de P1 que P2. Et parce que ce décodeur angulaire, en réalité, il bave un peu sur les positions voisines. Donc on voulait s'assurer que ça ne pouvait pas être un effet de proximité. Et ce que vous obtenez, donc ici c'est le temps. Vous allez voir l'axe qui va apparaître. Ça c'est l'intervalle de temps entre P1 et P2. Et vous voyez, donc ici, une fois que P2 a été présenté, vous retrouvez le même pattern que tout à l'heure pour le décodage de la position. Mais avant la présentation de P2, donc entre P1 et P2, vous avez une sorte de région qui est quand même un peu rouge. Et en fait, ce qui nous indique qu'il y a un code d'anticipation pour la position P2. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la moyenne à travers ces temps d'entraînement, entre 100 et 200 millisecondes. Et on obtient comme ça le score d'anticipation. Et vous voyez qu'en fait, ce score d'anticipation, il est bien au-dessus de la chance, même voilà, avant que le point P2 soit présenté. Bon, les étoiles, ça indique simplement quand est-ce que c'est significatif. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé si cette anticipation était modulée par la complexité de la séquence. Et oui, la réponse est oui. Donc, on a calculé cette anticipation pour chacune des séquences. Et on trouve une modulation par la complexité. Donc, plus une séquence est complexe, moins elle est anticipée. Alors, donc, on est ensuite, après avoir, on va dire, obtenu ces informations sur le code visuel et sur voilà, ce code d'anticipation qui est de la même façon que l'anticipation mesurée par eye tracker en fait, est corrélée avec la complexité. Donc, ça nous donne, on va dire, une information indirecte sur le fait que les participants compriment ces séquences en mémoire en utilisant voilà, une description qui a cette longueur donnée par la complexité. En fait, ce qu'on a voulu savoir, c'est est-ce que les participants utilisent effectivement les primitives postulées par le langage pour représenter les transitions entre 2 points de ces séquences. Alors, juste un petit rappel, ça c'est les primitives, les différentes rotations, les différentes symétries. Alors, on a considéré le même type de décodeur que celui que j'ai introduit pour essayer de voir si on est capable de décoder. On donne à ce décodeur, du coup, une tranche de données qui est entre la présentation de 2 points et en fait, on lui dit « Ah, ça correspondait à rotation 1, ça correspondait à symétrie par rapport à l'axe vertical, et ainsi de suite. » Donc, on a 11 primitives et on voit que ce décodeur, dans les régions, on va dire, à l'intérieur du trétillé noir, décode au-dessus de la chance. Donc, on est capable, avec la partie primitive, donc cette partie de l'expérience aux primitives géométriques, on est capable de décoder au-dessus de la chance l'information de quelle était la primitive utilisée pour représenter la transition, simplement à partir de l'activité cérébrale. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que ces différentes primitives, comme vous pouvez le voir ici, ne mettent pas en jeu les mêmes distances nécessairement. Donc, on peut nous dire ah, mais en fait, votre décodeur, il s'est uniquement basé sur de l'information de distance, de l'information bas niveau visuel. Et du coup, ce qu'on a voulu faire, c'est une analyse contrôle pour ça. Et en fait, si vous regardez ici, mettons que vous êtes dans un bloc où il n'y a que des rotations 1. Donc, il y a cette transition en particulier qui est montrée. Mais vous allez voir aussi cette transition intervenir où, cette fois-ci, ça va être la symétrie par rapport à l'axe vertical qui va intervenir. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre les mêmes transitions visuellement,
mais qui interviennent une fois dans le cadre d'une opération de rotation et par ailleurs dans le cadre d'une opération de symétrie. Donc on crée comme ça 2 groupes de données, un groupe rotation, un groupe symétrie, mais qui correspondent à la même stimulation visuelle, mais dans des contextes différents du coup. Et c'est ce qu'on a décodé, et ce que vous voyez, c'est qu'on est également capable de décoder bien au-dessus de la chance, et même en anticipation, parce que c'est aussi un effet de bloc. On sait déjà, avant la présentation du premier item, qu'il va y avoir une opération de rotation ou de symétrie. Alors, ça, c'était pour la partie primitive, et ça, c'est pour la partie séquence. Donc, dans les séquences, on a fait pareil, c'est qu'on a labellisé chaque transition par l'opération géométrique, la primitive géométrique, postulée par le langage. Et ce que l'on voit, c'est qu'on est également capable de décoder quelle est cette primitive géométrique représentée dans la tête du participant pendant qu'il voit la séquence. Donc, c'est chouette. Alors, une chose qui est quand même remarquable, c'est que le code le code en fait, d'un décodeur entraîné sur la partie primitive ne généralise pas à la partie séquence. Ce qui peut sembler être un résultat nul, on va dire un peu décevant, mais vous allez voir qu'en réalité, ça peut nous informer sur quel est le code représenté par dans les séquences. Donc voilà, un décodeur entraîné sur la partie primitive et testé sur la partie séquence ne généralise pas. Alors, un dernier aspect, voilà, une dernière chose que nous avons voulu étudier dans le langage et dans la façon dont les participants extrayaient les régularités dans les séquences de sorte à les mémoriser, les encoder en mémoire, c'est le fait que nous segmentons ces séquences géométriques. Par exemple, en fait, on les segmente en sous-séquences dont les éléments sont liés par une transformation géométrique commune. Bon, plus simplement, souvenez-vous de la première séquence que je vous ai montrée. C'était cette séquence zigzag. Et en fait, elle fait zigzag, elle fait zigzag, 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 zig. Et donc, en fait, elle est constituée de 4 groupes de 2 éléments. Donc, voilà, en fait, on peut labelliser en fait, chaque élément de la séquence par sa position ordinale, donc est-ce que c'était le premier ou le deuxième, dans la sous-séquence. Et il en est de même dans cette séquence for diagonals, puisque cette fois-ci, c'est la même structure, mais ça fait intervenir la symétrie par rapport au centre. Pour les séquences two arcs et two squares, donc celles 2 arcs que j'ai mentionnées, et two squares qui fait 2 carrés, en fait, cette fois-ci, elles sont constituées de 2 groupes de 4 éléments. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc en fait, on a essayé de décoder la position ordinale dans une sous-séquence. Voilà, le code numérique pour la position ordinale. Et donc, en réalité, donc, là, vous voyez en fait un décodeur qui a été entraîné pour déterminer si c'était le premier ou le deuxième élément de la séquence dans la séquence for segments en mélangeant, on va dire, les données pour zigzag et for diagonals. Et ce qu'on voit, c'est que effectivement, le décodeur marche bien, c'est bien au-dessus de la chance. Et en plus, ce qu'on peut voir, c'est comment est réactivé ce code lors de la présentation de la séquence aux participants. Et ce que vous voyez, c'est que par exemple, le code pour la position 1, il est réactivé tous les 2 items. Ça fait des ondes, on va dire, qui piquent tous les 2 items, donc ce qui indique bien que le code pour la position 1 est réactivé tous les 2 items, comme 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Ensuite, alors, on a fait une analyse, simplement, on a testé ce décodeur sur l'ensemble des 12 présentations de la même séquence, et on a regardé pour estimer, on va dire, cette périodicité dans la réactivation du code ordinal. Ce qu'on a fait, c'est une analyse en fréquence. On a en fait fait la transformée de Fourier de ce signal. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est donc... Alors, le pic f à f, c'est simplement f, la fréquence de présentation du stimulus sur l'écran. Mais f sur 2, c'est la fréquence qui correspond à cette période de 2 éléments. Donc vous voyez qu'il y a un pic significatif
à f sur 2 qui indique que l'on groupe bien les éléments par 2. Alors, un autre résultat très, très intéressant, c'est que on a pu aussi également entraîner un décodeur sur 4 segments et le tester sur 4 diagonals, et faire le contraire aussi, entraîner ici et tester là. Sachant que ces décodeurs sont donc testés sur des séquences qui ne font pas intervenir les mêmes primitives géométriques, puisque ici c'est la symétrie par rapport à l'axe vertical, et ici c'est la symétrie par rapport au centre. Et vous voyez que, bien qu'il soit un peu moins bon, mais on réussit à obtenir les mêmes résultats. Donc ça généralise à travers les primitives présentes dans les séquences. Alors, en quelques mots, on a obtenu les mêmes résultats pour les séquences qui faisaient intervenir 2 composantes contenant 4 items, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Cette fois-ci, ce que vous pouvez voir, c'est que le code se réactive tous les 4 items et non plus tous les 2 items. Et d'ailleurs, on peut voir un beau pic à la fréquence de présentation divisée par 4. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, ça a été publié dans Neuron l'été dernier. Alors, pour conclure, nous avons vu donc, dans cette présentation que les mouvements des yeux et l'activité cérébrale suggèrent que nous utilisons le langage de la géométrie pour encoder ces séquences spatiales. Nous avons vu que l'anticipation visuelle retrace la structure hiérarchique des séquences géométriques. Nous avons vu également que l'anticipation visuelle et celle neurale sont modulées par la complexité telle que définie par ce langage de la géométrie, langage abstrait. Alors, une hypothèse que nous voudrions maintenant tester, c'est que les régions préfrontales, qui sont celles que l'on pense qui encodent le modèle interne des séquences géométriques, envoient des signaux pour préactiver les cortex sensoriels, donc ici le cortex visuel, et de sorte à générer des signaux d'anticipation qui sont ceux que nous avons mesurés. Donc ça, c'est voilà une hypothèse sur le mécanisme cérébral qui est mis en jeu. Alors nous avons également identifié 3 codes. Un code pour la position spatiale, un code pour les primitives géométriques qui interviennent pour coder une transition entre 2 items dans une séquence, et également le code pour la position ordinale d'un item dans les sous-séquences. Alors, par contre, comme je vous l'ai dit, le décodeur entraîné sur la partie primitive ne généralise pas à la partie séquence. Alors, ceci, en réalité, peut nous indiquer que dans la partie séquence, en fait, les primitives, peut-être n'ont pas exactement le même code, puisque peut-être elles sont combinées avec de l'information ordinale. Et ceci pourrait expliquer pourquoi ce décodeur ne généralise pas de la partie primitive à la partie séquence, puisque le code n'est pas tout à fait le même. Voilà. Alors, juste quelques mots. Actuellement, cette expérience est en train d'être testée chez le macaque, de sorte à savoir si, si d'autres primates non humains, cette fois-ci, représentent la même information dans les séquences géométriques et les encodent de la même façon en mémoire ou pas. Voilà. Et avec ça, je vous remercie. Je vous présente mon labo, donc Unicog, et mes collaborateurs, donc Stanislas Dehaene, Liping Wang, Maria Malric et Sébastien Marty. Merci, Fasca, c'était passionnant. Je pense que j'ai plein de questions, mais je ne vais pas les poser. Je vais juste poser une petite question concernant la détection de l'erreur. Je sais que Stanislas Dehaene il s'est intéressé à ça. Dans votre paradigme, si j'ai bien compris, on suit un motif géométrique avec, donc, non pas du regard, c'est ma deuxième question, parce que j'ai bien compris que vous fixez le point central. Mais donc on détecte le mouvement éventuellement, en tout cas l'activité cérébrale liée au mouvement anticipé. Et est-ce que les patients se sont trompés déjà? Est-ce qu'ils vous ont rapporté ah mince, je me suis trompé de... Je voulais voir autre chose, finalement, je n'ai pas trouvé la bonne séquence. Est-ce qu'ils vous ont rapporté ce genre d'événement?
Alors, globalement, vu que quand même c'était des expériences où on présentait quand même un grand nombre de fois la même séquence, à la fin de l'expérience, les participants avaient encodé l'ensemble des séquences. Donc, ils ne nous rapportaient pas forcément leur impression de début d'expérience, mais par contre, ce qu'on a fait, et ce que je ne vous ai pas présenté ici, c'est qu'il y a eu une expérience comportementale, donc assez simple, où on présentait le début d'une séquence de position spatiale. Et en réalité, les participants donc, devaient cliquer sur les positions suivantes. Et là, ce qu'on peut constater, c'est de la frustration quand ils se trompent. Voilà. Donc, Et ça, vous ne l'avez pas analysé en termes de signaux alors, ce qu'on peut faire, c'est... Et ce qui a été fait dans d'autres paradigmes, bien sûr, c'est de regarder... alors, ce qu'on aurait pu faire dans le paradigme MEG, c'est de regarder l'amplitude des signaux de surprise lors de la présentation de déviants. Et on s'attend à ce que plus la séquence est simple, plus un déviant sera saliant et donc élicitera une réponse de surprise avec une grande amplitude. Alors que pour la séquence très complexe, qui est très difficile à encoder, un déviant sera moins surprenant parce qu'on n'a pas bien prédit la position suivante. Alors, le design de cette expérience ne se prêtait pas vraiment à cette analyse puisqu'il n'y avait pas assez d'essais avec des déviants. Donc, on n'a pas pu faire cette analyse. Mais actuellement, on a une autre expérience qui, cette fois-ci, est une sorte, si vous voulez, un peu l'analogue de celle-ci, mais sur des séquences de sons, des séquences binaires, avec juste 2 sons. Et on a fait exactement cette analyse, c'est-à-dire c'est des séquences qui sont plus ou moins structurées. On les décrit avec ce langage de la géométrie, mais cette fois-ci adapté à décrire des séquences avec seulement 2 positions ou 2 items. Et on regarde en fait comment des déviants, plutôt on regarde comment l'activité cérébrale élicitée par la présence de déviants est modulée par la complexité de la séquence. Les questions dans la salle, je crois que Alice, tu vas faire éventuellement... N'hésitez pas à profiter quand même de la venue de Fosca à Paris. Pierre Pouget a une question. Oui, bonjour, j'en avais 2 petites. D'abord, merci, c'était super intéressant. La première question, c'était est-ce que dans la tâche, ou du coup, si j'ai bien compris en MEG, les sujets ne bougent pas les yeux, est-ce que l'apprentissage des séquences est moins bonne, se fait moins rapidement du fait de l'inhibition de la séquence et puis ma deuxième question, c'est que on voit dans la partie géométrique, il y a quand même des programmations de mouvements oculaires qui sont, j'allais dire, interhémisphériques, quoi. Et donc, du coup, dans la localisation, quand on va d'un point, je sais pas moi, à droite à un point à gauche de l'émichamp, est-ce que vous avez observé aussi, est-ce que cet apprentissage, il est ahémisphérique, quoi? Est-ce que c'est, quel que soit le mouvement anticipé ou programmé, et il n'est pas localisé spatialement dans un hémisphère? Ou voilà, c'était mes 2 questions. Alors, pour la première question, à quel point le fait d'inhiber l'exploration visuelle retarde l'apprentissage des séquences? On n'a pas fait une vraie expérience contrôle pour ça, puisque on n'a pas fait. Il aurait fallu faire en fait demander aux participants, faire 2 groupes, demander aux participants dans un groupe où ils ont le droit de faire des saccades vers les positions présentées, de cliquer, voilà, quand est-ce qu'ils étaient capables de prédire les positions suivantes, par exemple. Et ensuite, dans notre cas où on doit fixer la croix de fixation centrale. Donc malheureusement, je n'ai pas les données pour ça, mais très probablement, cette, on va dire, condition qui est peu naturelle, en fait, c'est quasiment comme si on était en double tâche et qu'on avait, en plus de la tâche d'indiquer quand est-ce qu'on a encoder la séquence et indiquer quand est-ce qu'on détecte des déviants, qu'en plus de ça s'ajoute la tâche de rester en train de fixer la croix de fixation centrale, ce qui est assez demandeur en termes d'attention et de ressources cognitives. Du coup, probablement, ça ralentit l'apprentissage de la structure des séquences. Et ensuite, pour la seconde question, je pense que on n'a pas fait cette analyse et qui serait très intéressante. Mais c'est vrai que, en réalité, nous, on se place plutôt au niveau de regarder en fait comment on va dire l'activité oculaire ou l'activité cérébrale permet de
de sonder indirectement le code mental pour la compression de ces séquences, plutôt que de s'intéresser vraiment peut-être aux mécanismes, aux régions cérébrales qui sont impliquées dans la réalisation de ces mouvements oculaires. Donc, et d'ailleurs, en fait, les expériences étaient, on va dire, contrôlées, équilibrées, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de biais de présentation. On changeait la position du point initial ou l'ordre global de rotation et ainsi de suite. Voilà. Et merci beaucoup pour ces questions. Merci. Une autre question? Oui, bonjour. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez testé si le décodeur il obtient les mêmes résultats lorsque les positions sont imaginées et non pas réelles? Et est-ce que ça peut intervenir dans ce phénomène d'anticipation? Alors, la réponse est non, on ne l'a pas testé. Et ce que je peux vous dire sur ce qui a été fait ici, c'est que... en fait, bon, c'est pas complètement vrai. C'est dans le sens, on pense que quelque part, l'anticipation du point suivant, c'est quelque part une imagination de la position suivante. On s'attend à ce qu'elle apparaisse, je dirais pas une hallucination, mais quelque part une imagination. Et ce qu'on a fait, c'est que en fait, le décodeur, voilà, les résultats qu'on a obtenus sur l'anticipation sont obtenus à partir d'un décodeur pour la position spatiale, mais qui a été entraîné sur des objets présentés, réellement présentés. Et c'est ce décodeur qui a été testé sur la transition avant que l'élément apparaisse. Et c'est ce décodeur qui décode au-dessus de la chance. Ce qui veut dire que ce qu'on capture comme anticipation, c'est un code donc c'est un code de l'imagination du point suivant, mais qui est un code qui est visuel au même sens qu'un point qui serait présenté. Donc ça veut dire que l'imagination qu'on capture est un code visuel d'activation dans le cortex visuel. Voilà. Il faudrait comparer ce code à un décodeur qui sera entraîné cette fois-ci simplement sur l'anticipation et non plus qui serait présentation puis testé sur l'anticipation et comparer la performance des deux. Si celui entraîné sur uniquement l'anticipation et donc cette imagination un score plus élevé, ça veut dire qu'il y a une partie de l'information qui n'est pas capturée par simplement de l'information visuelle de bas niveau. Merci. Oui, j'ai une question concernant aussi le décodage. On pourrait imaginer, pour essayer de comprendre l'anticipation, utiliser des modèles markoviens. C'est-à-dire que vous essayez de calculer la probabilité d'être à un instant donné, sachant le passé. Et là, on peut comprendre que la complexité du passé va dépendre beaucoup de la complexité de la séquence. Donc, il y a des séquences où on peut assez vite inférer ce qui s'est passé avec un pas de temps avant. Il faut aller plus loin. Est-ce que vous avez essayé ce genre d'approche? Est-ce que c'est fructueux, l'approche markovienne? Est-ce que ça vous apprend des choses sur l'anticipation? On n'a pas utilisé ce type d'approche. En partie parce que, effectivement, ça serait extrêmement intéressant, surtout parce que, voilà, il est vrai que certaines séquences peuvent être simplement après la présentation de 2 items, on comprend la régularité, on peut généraliser à l'ensemble de la séquence, alors que pour d'autres, il faut comprendre en fait la structure à plus grande échelle. Mais en réalité, on pense qu'un modèle markovien, donc je ne suis pas spécialiste, et voilà, vous me corrigez si je me trompe, mais quelque part, il a une sorte de... il ne pourra pas représenter les relations à distance, la structure hiérarchique, et quelque part, il capture simplement une structure linéaire avec une sorte de mémoire qui pondère de façon linéaire peut-être les événements passés. Donc, en fait, c'est pas simple de rendre compte de la complexité d'une séquence dans un modèle markovien. Mais voilà, on ne l'a pas testé et éventuellement, je veux bien en discuter avec vous, ça m'intéresserait. Magnifique, mais en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant de voir la complexité de notre cerveau et de ses tâches, parce que finalement, probablement, le cerveau mélange plusieurs types de codes, du coup, puisque vous êtes obligé de séparer en 3 types de codes pour arriver à interpréter, mais... En réalité, c'est ça. Maintenant, on est en train d'essayer de comprendre comment
sont combinés ces codes dans le cerveau, puisque c'est clair que en fait, ces informations existent, sont représentées de façon simultanée, parallèle en fait. Oui, c'est ça. Et on pense que en fait, ça correspond, quand on décode, mettons l'information spatiale ou celle de primitive ou celle de position ordinale, à des projections dans une sorte d'espace multidimensionnel de l'ensemble de l'information, mais projections sur, on va dire, les dimensions propres aux différentes informations qu'on sonde séquentiellement. Donc, plusieurs stratégies en parallèle et tout ça avec très peu d'énergie comparé à l'énergie que vous utilisez avec vos ordinateurs pour décoder. Voilà, on est Merci beaucoup, bravo Fosca. On va Merci passer à la conférence suivante.